Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre plateau de littérature. C'est le rendez-vous hebdomadaire qui évoque des contenus de livres avec en présence leur auteur. Ce matin, nous allons parler donc de géohistoire et nation. C'est un document un peu philosophique en tout cas qui nous conduit sur les traces de l'éducation de l'homme en vue de l'amont de sa patrie. Base d'éducation au civisme et à l'humanisme, un héritage de philosophie antique. C'est un ouvrage signé Paulin Ronsuno-Tolling. Monsieur Ronsuno-Tolling, bonjour. Bonjour, docteur. Bienvenue sur mon plateau. Alors, vous faites un lien entre histoire, géographie et nation. Bon, évidemment, dans le processus d'éducation et de formation des apprenants, nous l'avions subi aussi, on a toujours mis en lien la géographie et l'histoire. Mais je ne vois pas le rapport avec la nation. Merci bien. Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi les techniciens qui œuvrent dans l'ombre. Oui, le rapport entre géo, histoire est évident. Parce qu'au cours primaire, pas au cours primaire, au cours secondaire, on nous a toujours enseigné IS-Géo. Oui, c'est toujours la même personne d'ailleurs. La même personne. Et maintenant, le rapport à la nation. Une géographie. Sinon, la géographie, c'est la science qui décrit la Terre. Géo, en grec, c'est la Terre. Et graphie, écrit, décrire. Alors, la Terre que la géographie, cette science-là décrit, appartient à une communauté d'hommes. Et même si elle n'appartenait pas à une communauté d'hommes, c'est à une communauté d'arbres, des zèbres ou d'animaux, ça crée déjà une histoire, une relation. Et un arbre, l'arbre qui est à côté de nous, là, le grand arbre sous lequel nous sommes là, en poussant, c'est sur la terre. Et le jour où cet arbre-là a pris naissance, il y a son histoire qui a déjà commencé. Et si cette table et la terre appartiennent à une communauté d'êtres humains, on voit évidemment qu'il y a un lien évident entre géo, histoire et nation. Parce que la terre, au moins de nos jours, appartient nécessairement à une communauté d'hommes. Et je crois que nous allons avancer dedans et pour expliquer ce que fait la géo en tant qu'histoire dans l'édification d'une nation digne de ce nom. Il en est de même pour la géographie. Moi, je veux déjà savoir quelle est la place de la géographie ou de la maîtrise de la géographie, de la connaissance géographique dans le processus de formation d'un individu, sinon d'un citoyen, au sens philosophique même du terme. Avant d'en arriver au niveau des citoyens, remarquons d'abord que les animaux, et nous sommes sortis, c'est l'évolution qui nous a fait passer du stade animal pur à celui d'être humain. Que nous sommes aujourd'hui. Oui. Pour savoir où se trouve une grotte, pour s'y cacher quand il n'y a plus, c'est déjà une connaissance géographique. Et quand on est habitué à cet endroit-là, s'il y a un danger qui vient d'un côté, on se dirige vers le côté de la terre qu'on maîtrise mieux. Pour faire la chasse aussi, c'est là où on sait que si on va de ce côté-là, on va trouver du gibier à abattre. C'est là qu'on se dirige. On s'oriente. C'est de la connaissance géographique. Pour les cueillettes aussi, au moment où l'agriculture n'existait pas, les premiers hommes vivaient des cueillettes et de la chasse. Du ramassage. Si, en cueillant les fruits de ce côté, on constate qu'il y a de la brousse là-bas, il y a des arbres de ce côté, on se dirige vers là-bas aussi pour voir si on peut trouver des fruits à cueillir. De meilleure qualité. C'est déjà des connaissances géographiques primaires. Mais en se souvenant
de l'existence d'une grotte d'un côté où se réfugier, il y a une histoire qui naît déjà. Donc la géographie fait naître toujours l'histoire. Et tout acte qui se pose déjà avec une histoire. Dès que l'acte est posé, il y a une histoire qui naît. En ce qui concerne les citoyens, quand on était au cours primaire, au secondaire aussi, moi je suis de Boycon, plus précisément de Zogodo. Je n'avais jamais mis pied à Chaourou, mais on nous apprenait les villes nouvelles du Bénin. Je n'avais jamais mis pied à Cotonou. Les villes nouvelles du Bénin qu'on citait dans le bon vieux temps, il y a Boycon, Chaourou, Cotonou. Ouais. C'est la géographie qui nous apprend que nous ne sommes pas les seules ethnies sur la terre. Nous avons d'autres frères, concitoyens. Mais il faut savoir que la fraternité alors nous oblige à les connaître et à les accepter. D'où l'humanisme d'ailleurs. Donc la géographie, il y a en France, c'est très développé, géo et éducation civique. C'est en Afrique qu'on ne trouve pas ces choses. Mais j'admire mes professeurs d'histoire et géo. Comment? Et pourquoi? Je les admire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. En me faisant connaître les configurations géographiques de ma patrie, ils m'indiquent aussi comment mon sous-sol est riche. Et que par le travail, on peut vraiment développer ce pays. L'histoire m'apprend aussi la bravoure, les actes héroïques de mes ancêtres. En me faisant connaître la bravoure de mes ancêtres, l'histoire m'invite à exploiter les richesses dont dispose mon sous-sol et que la géographie m'apprend. Et m'apprend également que je ne suis pas lui seul. Il y a d'autres confrères, que dans la fraternité, nous pouvons vraiment développer ce pays. Donc, l'histoire est géo. Si on maîtrise... Oui, mais tout cela est un processus de déduction qui part de vous-même. Quand on voit un peu comment la géographie et l'histoire sont enseignées au cours secondaire, il n'y a pas un lien directement qui fabrique justement, je dois dire, le citoyen qu'on attend demain. On lui enseigne les notions de géographie à part. D'ailleurs, on a deux cahiers distincts. On lui enseigne la géographie à part, on lui enseigne l'histoire à part. Et ce sont essentiellement des connaissances, je dois dire, matérielles, directes, qui ne fabriquent pas en lui l'humain qu'on attend au bout. Si. J'ai dit dans le livre, même si les historiens et les géographes ne nous disent pas spécifiquement ce que nous faisons, en fait, relève du patriotisme et du civisme. Est-ce que vous êtes convaincu que le fait que par la géographie, j'apprends que il y a les Bariba qui sont mes frères, il y a les Dendi qui sont mes frères, il y a les Tofin qui sont mes frères. Est-ce que ce n'est pas du civisme? Vous êtes convaincu ou pas? Donc, mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas, c'est ce que je sais. Clairement, ils ne le disent pas clairement. Oui. En principe, ce que je vois, on devrait mieux côté histoire. Ah oui, carrément. Hein. On devrait mieux. On va laisser les sciences technologiques. Non, il ne s'agit pas de laisser. Si vous dites ça, ils vont nous dire alors il faut laisser les sciences humaines. On va en venir là parce que j'ai écouté l'autre série qui était passée avant moi à propos de la science là. Oui. Bon, si vous voulez, je vais dire un mot là-dessus. En sciences humaines et sociales, qu'est-ce qu'on attend de nous? Nous les chercheurs en sciences humaines et sociales. Tu fais court, tout simplement. C'est d'avoir des gens brillants. Est-ce que Jean Pliat nous fait honneur? Oui. Parmi les intellectuels qui ont le plus fait connaître le Bénin à l'extérieur, il y a Jean Pliat. Et pour faire des Jean Pliat, comme vous le savez, on n'a pas besoin d'être professeur titulaire ou MC. Forcément, c'est une vocation. Et ceux qui sont le mieux connus et mieux lotis dans ce domaine, ce sont les romanciers. Et pour être romancier, on n'a pas besoin d'être agrégé forcément. Donc c'est un autre... aspect. Oui, mais le monde a pris des tournures plutôt matérielles, plutôt concrètes, qui imposent aujourd'hui qu'on ne s'absorbe pas justement dans les matières littéraires, alors même que le monde il est dans la tendance technologique, dans la tendance technique, dans la tendance moderne. Vous savez, il y a un colloque qui a eu lieu récemment et j'ai fait une présentation
que le pari herméneutique en milieu colonisé comme celui de l'Afrique et l'autoréférentialité là. Et j'ai été contre cette tendance-là à croire que si on ne fait pas la science, on n'est pas chercheur. Ce n'est pas là le problème fondamental. Et pour les sciences humaines, je vais revenir à ça. En ce qui concerne les sciences humaines, un peuple, même un mathématicien qui ignore l'histoire des mathématiques est un vrai mathématicien selon vous? Ah, mais moi je ne sais pas, pour qu'il fasse ses calculs proprement. Non, s'il ne sait pas comment sa discipline est née, vous êtes journaliste. Vous ne savez rien des combats menés par vos prédécesseurs. Vous êtes un journaliste au point. Vous voyez déjà l'importance de l'histoire. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous suis. Et la géographie, on n'est pas... Si vous ne connaissez pas où se trouve votre droite, où se trouve votre gauche, les 4 points cardinaux, mais pour se repérer dans la nature, les premiers hommes, même les animaux, les plantes, cette table-là, qui est à côté de nous là, s'il y avait un mur à côté, comment l'arbre va faire? Il va commencer par envoyer ses racines de l'autre côté jusqu'à casser. Le mur. Parce qu'il a constaté qu'il y a obstacle. Et ces connaissances géographiques primaires, c'est les trucs là que démontre l'ouvrage un peu. En ce qui concerne notre utilité, je l'ai dit. Un peuple qui ignore son histoire ne peut pas évoluer. Quand on parle de rupture, de révolution, c'est des histoires. Rémi Brague l'a montré, modérément moderne, c'est son livre. L'humanité, rien de nouveau sous le soleil. Notre passé nous marque fondamentalement. J'ai écrit un livre, je vais sortir 2 livres bientôt. J'ai été voir celui qui est en train de faire la mine sans forme, l'ingratitude des Béninois envers le royaume de Dahomey et la France. On ne peut pas se passer de son histoire. L'histoire nous marque à jamais. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les conséquences des actes posés sous la Révolution. En venant là, le jeune homme qui m'a amené ici, là, il m'a dit qu'il a été à... Moi, je disais, il y a d'espace à l'université. Il m'a dit que lui, il a été à l'université de Ibadan, là, que c'est incroyable. Que si je voyais l'université d'Ibadan, je ne peux pas dire qu'il y a d'espace. Mais vous savez, sous la Révolution, quand on a trouvé l'espace là, c'était 400 hectares. Et sous la même Révolution, les gens ont grignoté, au point où il ne restait qu'entre 92 et 98. C'est persister dans l'erreur qui est mauvais. Donc si on ne connaît pas son... Dans le livre, si vous voulez, vous allez lire des passages. J'ai cité des passages de Jean Plia, du ministre Nda, qui a été ministre de l'enseignement primaire. Là. Comment, sans le passé, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas vous orienter convenablement. Alors, comment se fait aujourd'hui qu'on est de moins en moins patriotes, alors même que les notions de géographie et d'histoire sont bien enseignées dans nos écoles? On est de moins en moins patriotes pour la simple raison que l'argent, je serai franc avec vous, tout est argent. Vous voyez tout ce que j'ai publié comme livre, c'est de l'argent que je fais sortir de ma poche. Avant-hier, il y a eu coupure chez moi. Avant-hier, de 20h à 18h, je n'ai pas encore le courant. Alors que j'ai des engagements, des tests évalués à envoyer, des articles, des publications à envoyer, tout ça, je n'ai pas pu faire. Mon salaire à moi, j'ai dit, je ne peux pas l'estimer bas et ne pas faire le travail pour lequel j'ai été recruté parce que c'est un contrat. Si je ne suis pas content du salaire qu'on me paye, que je reçois jusque-là, je donne ma démission. Le patriotisme, c'est de ne pas regarder ce que l'autre fait. C'est ce que Sénéca dit. Ma femme n'est pas telle que je le pensais, ce que je souhaitais. Mais toi, reste ce que tu es et ne lui ressemble pas. Je ne vais pas regarder l'autre et ne pas me montrer patriote. Cela ne m'empêche pas de dire, si vous me payez ce salaire à moi en tant que professeur titulaire et que ce que vous nommez, vous payez tel salaire, c'est de l'injustice. J'ai écrit un article là-dessus. Ah oui? Oui. Décalage salarial au Bénin.
Est-ce que je me fais comprendre? Je vous suis Donc, parfaitement. j'aime tellement la devise de notre pays. Fraternité, justice, travail. Vous voyez que c'est beau. On a toutes les devises à travers le Non, monde. pour le Bénin, c'est la meilleure. Ah oui? Et les hommes politiques que nous avons ne connaissant rien, si vous placez un échangeur à Godomé, ce n'est pas un cadeau que vous faites à Godomé, c'est pour le bien de tout le pays. Et si vous allez là, vous dites que c'est un cadeau que je vous fais. Vous allez en Nantes, vous dites telle chose. Non, c'est là que ce serait utile pour le pays. Le patriotisme comme la richesse scientifique, c'est quelque chose qui vous habite et qui vous emporte. Vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, mais comment est-ce qu'on en est arrivé, et c'est ma question de départ, vous avez commencé à l'évoquer, notre amour pour l'argent. Comment est-ce qu'on en est arrivé à l'amour pour l'argent autant? Si notre monde n'est pas suffisamment matériel et qu'il faut nous orienter vers les sciences exactes. Vous voyez, il y a Pythagore qui dit que le bon caractère d'un citoyen vaut mieux que les meilleures constitutions possibles du monde. Parce qu'un texte de loi, les gens l'interprètent selon leur intérêt et selon leur position. Or, un homme de bon caractère, vous ne pouvez pas le malmener par la quincaillerie de la rhétorique. Vous êtes un philosophe, vous savez que les perceptions du monde, je ne veux pas parler les perceptions du monde peuvent varier d'un individu à un autre pour peu qu'ils soient aussi sincères avec eux-mêmes. C'est ça la sincérité envers soi-même. Oui. Je ne veux pas parler des réformes en cours. Non, on ne parle pas de réformes. Je ne vais pas parler, mais je vais vous donner un exemple. Bien avant le gouvernement actuel, il y avait des textes de loi. Si vous êtes vice-doyen, une fois, et que vous devenez doyen, vous ne pouvez pas plus postuler 2 fois. C'est fait en sorte que vous ne fassiez pas plus de 10 ans, 15 ans dans le sérail. Pourquoi ça a été? On modifie chaque fois pour exclure tel, pour faire venir tel. Je vais vous dire la vérité, en ce qui concerne, on ne va pas parler des lois, en ce qui concerne les universités, pour faire les choses comme il faut. Je peux vous donner un exemple. On n'a pas besoin de nouveaux tests. Monsieur Pierre Métinhoué, il a élaboré un document en 85, manuel d'archéologie d'histoire. Pierre Métinhoué, c'est un professeur d'histoire, votre collègue. Oui, j'ai fait l'histoire. Le document là vous dit clairement la différence qu'il y a entre une faculté, une université et une grande école de formation. Ça, c'est clair. La différence qu'il y a une école de formation et une université. Et les conditions de passage, c'est clairement défini. Vous n'allez pas, le jury est autonome, on voit tel, on fait ce qu'on veut, même jusqu'à aujourd'hui. Non. Je vais vous donner un autre exemple. Oui, mais si vous voulez, je vais vous donner un exemple de réforme. Vous ne me dites toujours pas comment est-ce que malgré toutes les connaissances, les charges, je dois dire, de notions en géographie et d'histoire, nous en sommes arrivés à avoir des citoyens, pas citoyens, au sens premier du terme. Le monde est de plus en plus dominé par l'argent. Et Sénèque l'a déjà dit, l'univers a été toujours comme ça. Il y a un texte dedans, nous déplorons, nos ancêtres avaient déploré, les ancêtres, nous aussi. Oui, c'est comme ça, hein, et la suite des générations. Mais l'humanité est comme les vagues là, que ramène le reflux, qui va et qui revient. Ce que j'ai dit, j'ai donné l'exemple du pré-socratique Pythagore. Le bon caractère d'un citoyen vaut mieux que les meilleurs tests, les meilleures réformes possibles. Qui définissez-vous comme bon citoyen? J'ai donné un exemple. Je ne peux pas dire que puisque tel qui n'a pas le niveau, s'il n'y a pas la chance que tel soit au pouvoir, il ne serait pas nommé et gagner cette somme-là à la fin de chaque mois. Et moi, professeur titulaire, tout d'abord, ce n'est pas honnêteté. Pour être un bon citoyen, il faut être sincère envers soi-même d'abord. L'honnêteté intellectuelle. Tu as été engagé. Le contrat dit, vous serez payé. Et voici les conditions. Voici les conditions. Vous devez faire votre travail. Tranquillement. Tranquillement. Et ne pas dire tel. Non. C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'homme a perdu son humanité.
Ce n'est pas tous les hommes. Et je rappelle, je vous ai dit aussi. De façon générale, on n'est pas dans la spécification. Quand on dit l'homme a perdu son tous les hommes. Moi, j'ai toujours aimé M. Jean Pliant. Il dit quoi, lui? Il a quitté l'université et il sait tout ce qui s'y passe. Et tout ce qui se passe dans le pays. La chute des valeurs morales. Mais il garde son silence et il fait ce qu'il peut faire pour son église et pour la patrie. C'est ce que chacun devrait faire. Il ne faut pas critiquer. Chacun devrait aller à son église. Par exemple, quand je parle comme ça, si le recteur décide demain de vérifier si j'assume mes cours, et si on constate que vraiment celui-là qui est venu bavarder là, on a contrôlé, il n'assume même pas ses heures. Si le premier citoyen dit celui qui bavarde comme ça la dernière fois là, est-ce qu'au CAMES là il a réussi normalement ou bien c'est les tests d'autrui qu'il a volé pour se présenter? C'est quoi ça? Ce serait mauvais. Non, on ne va pas aborder ça. On aborde ce qu'il y a dans le texte. C'est ce que je vous suppliais de faire depuis longtemps. Je disais que notre humanité a pris un coup et que de plus en plus, on est moins humain, on est moins sensible aux réalités autour de nous et qui ont trait justement à notre trait d'homme et qui ont référence à notre caractère d'homme. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, si nous avons de bons professeurs comme vous, si nous avons de bons professeurs comme Jean Pliant que vous aimez bien et que vous citez beaucoup, et qui nous ont enseigné les bonnes valeurs. Il y a Chant d'oiseau, les artisans de la paix, ils m'ont invité le 7 décembre passé pour parler du manque de l'incarnation de l'humain dans l'éducation au Bénin. Et après, c'est M. Baguidi Noël qui leur a dit de me faire appel que c'est mon domaine. Et après, j'ai terminé ma communication par les 10 commandements. Beaucoup ne voient pas le rapport. Pourquoi il y a la perte des valeurs humaines? C'est que chacun ne vit pas ce qu'il devrait être. On parle des 10 commandements. Les 10 commandements n'ont rien à voir avec des commandements. En tout cas, pas le premier propos, la première parole. C'est un monsieur qui se présente. C'est Dieu qui dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Ensuite, il dit quoi? J'étais libéré de la servitude en Égypte. Par conséquent, tu es un être noble. C'est pas ça le propos. Relisez le passage. J'étais libéré, tu es noble. Si tu es noble, ça veut dire que tu es d'une éducation élevée. Ça veut dire que tu es un gentleman. Mais un gentleman doit faire certaines choses et ne doit pas faire certaines choses. C'est-à-dire qu'un gentleman ne prend pas sa lance-pierre pour tuer l'oiseau perché sur le toit. Ça le dégrade. Un gentleman ne porte pas la cravate de l'établissement qu'il n'a pas fréquenté. Un gentleman accorde du repos à ses ouvriers. Un gentleman ne vole pas. Un gentleman ne cherche pas la femme de son prochain. Ce n'est pas ça ce que les 10 commandements disent. Où est le commandement là? Dieu a 7 ans. Et c'est ce que disent exactement les stoïciens. Nous sommes un être noble, un être raisonnable. Si tu es chrétien, tu ne vas pas chercher la femme de ton prochain. Si tu sais que tu es chrétien, tu ne vas pas chercher la femme de ton prochain. Si tu sais que tu es vraiment chrétien, racheté par le Christ, tu ne vas quand même pas voler. Tu ne vas pas prendre de l'argent aux étudiants pour les faire passer. Tu ne vas pas coucher avec les étudiantes pour les faire passer. Et les stoïciens disent, tu es un être raisonnable. Le logos universel qui est en toi, qui te meut. C'est cette loi des stoïciens qui avait amené l'empereur Auguste à élaborer la loi sur le mariage. Dit, quand vous vous mariez, ce n'est pas pour le plaisir. Ah oui, tiens. Non, ce n'est pas d'abord pour faire des citoyens à Rome, mais c'est pour manifester l'union parfaite entre deux êtres. Comme que je parle maintenant, le logo, c'est parce que par la loi de la sympathie universelle, je suis en relation avec le logos universel. Les couples devraient former cela. Manifester l'exemple de l'union parfaite. Il y en a de même pour la politique.
excusez-moi, la famille est l'image même de l'État même. Mais si nous oublions que nous sommes un être raisonnable, si nous oublions que nous sommes chrétiens, comment voulez-vous que les valeurs... Donc le problème aujourd'hui... Ça va au-delà du professeur d'histoire et de géographie alors? Oui, mais tout se complète. Il y a l'interdisciplinarité aujourd'hui. Je ne suis pas historien de formation. Et pourtant, c'est la culture générale. Qui vous fait maîtriser beaucoup de notions comme ça. J'avoue que c'est une question assez intéressante. Vu aujourd'hui la tendance, je dois dire, des hommes au sein des populations à aller vers des objectifs qui ne consolident pas justement et raffermissent pas le caractère de son trait d'homme. De son trait d'homme. Et ma foi, oui, je me dis quelque part, nos enseignants ont péché de n'avoir pas réussi à nous mettre ça dans la tête. Quand l'enfant il ne se comporte pas bien en ville, c'est d'abord la faute à ses parents. Quand l'apprenant n'a pas bien assimilé la leçon, c'est d'abord parce que l'enseignant n'a pas été bon pédagogue. Non, j'ai entendu ça. Et ça va être ma dernière question. Hein, on va finir parce que le temps est parti. À grand propos la dernière fois lors d'évaluation des épreuves des établissements privés là, oui, de l'enseignement supérieur. Là. Il n'y a pas de mauvais étudiants, il n'y a que de mauvais apprenants. C'est à peu près ce que vous dites. C'est faux, c'est plus compliqué que ça. Comment c'est compliqué? Dans le monde universitaire où nous disons que ça ne va pas, il y a des gens qui émergent. Je ne vais pas donner un nom, mais le président de la Cour constitutionnelle, il n'a fait que l'université d'Abomey-Caravi. C'est quoi? Je n'apprécie pas... On va se gonfler de ces rares espèces dans cette vastitude. Je vous ai donné l'exemple du président de la Cour constitutionnelle. De Jean Pliat. Oui. Et des romanciers, oui, qui ne sont pas souvent des agrégés. C'est une vocation. Tout à fait, oui. Or, l'enseignement n'est plus une vocation aujourd'hui. Il faut venir pour trouver... Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je ne veux pas me retrouver devant la criette. Oh non. Non, je ne veux pas. Sinon, comment le recrutement... Est-ce que les gens ont la vocation vraiment d'enseigner? Ça ne vous conduit pas devant la criette. Hein, même. Ah oui, mais je ne veux pas dire certaines choses. On va m'appeler pour me dire... Est-ce que les gens ont la vocation vraiment d'enseigner? C'est là le problème. On doit se demander, est-ce que les réformes vont vraiment régler les problèmes? Ou bien il faut... Je vous ai donné l'exemple du manuel du professeur Maintin-Rouy. Oui. Si on peut appliquer ça dans les LMD, et ce que monsieur le patron du CNE aujourd'hui avait proposé, les problèmes qu'on aura réglés comme ça. Révolution. Donc, c'est une question de vocation. L'enseignant. Si moi, je suis content de me retrouver devant mes étudiants, c'est que je prends la peine de préparer tous mes enseignements. Je ne vais pas là-bas pour me répéter chaque fois. C'est pourquoi je publie beaucoup. Et un enseignement est dit supérieur parce qu'il n'y a plus un autre enseignement là-dessus. Donc on ne peut pas dire les objectifs, ceci, ça. On n'a pas parlé des recherches, mais c'est l'éducation qui nous préoccupe. Tout à fait. Si je prépare bien mon cours selon les normes, tout ça là, et qu'un étudiant me pose une question, si le cours nécessite d'être remis en cause, je dois remettre ça en cause. Carrément. Sinon, ce n'est plus la peine de me retrouver devant l'étudiant. Recherche, enseignement. C'est pourquoi être devant les enseignants, les étudiants, même s'ils ont un niveau bas, il faut tout faire pour susciter leur participation. Même des questions bêtes peuvent vous révéler des choses à corriger votre chose. Même s'ils n'ont pas le niveau qu'il faut, ils vont vous aider déjà à voir que votre truc là... C'est trop haut peut-être ou... Oui, pour le milieu. Parce que, en principe, les gens disent qu'ils ont publié leur thèse. C'est des gens qui ne connaissent rien dans rien. Ah oui? Ça, je vous l'ai dit, vous êtes docteur. Si les thèses en France se publient telles quelles,
dans ANTL, Atelier national de reproduction des thèses à Lille. Les maisons d'édition ne publient pas les thèses jamais comme ça, parce que par définition c'est technique. Or, les maisons d'édition cherchent un segment commercial plus large. Donc il faut remanier, il faut supprimer déjà. Il faut absolument. Donc les étudiants, par leurs questions, peuvent vous amener un enseignant à modifier à rejeter, à renoncer. Son enseignement. Parce que c'est ce qu'on veut partager avec les étudiants. C'est ça, on les écoute afin de pouvoir publier. Professeur Paulin Osuno Toli, j'avoue que vous êtes très passionnant. Je n'ai pas vu l'heure passer. Merci d'avoir été sur mon plateau. Un mot rapidement pour conclure cette émission. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Le travail que vous faites contribue déjà à améliorer les choses, la chute des valeurs morales qui vous préoccupent. Merci beaucoup. C'est pourquoi je voudrais vous dire, si vous constatez qu'il y a des jeunes qui ont fait de bonnes productions et il y a des conditions par hasard, avant de passer, vous pouvez dire à certains professeurs. Les gens nous appellent pour dire tel est malade, il n'a pas d'argent pour se soigner. On intervient. Moi, je suis enfant adoptif d'un prêtre. Donc, c'est mon devoir. De même, dans le domaine scientifique, je dois aider les jeunes qui veulent évoluer. Ceux qui ne veulent pas évoluer, qui se croient patrons, c'est autre chose. Donc, c'est un travail très, très important. Et si vous constatez que tel, c'est M. Juste Rano qui m'a parlé de vous, que vous serez intéressé par cet essai. Il faut en parler. Et on peut voir comment aider le jeune à présenter, si c'est vraiment bon. Si c'est n'importe quoi, c'est autre chose. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être venu sur mon plateau. C'est un honneur de vous avoir eu sur des livres et des lettres ce samedi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un très bon week-end. On va se voir samedi prochain à partir de 11h. D'ici là, vous portez très bien.